Eh bien salut tout le monde, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur comment développer une API RESTful avec Node.js. Ainsi c'est dans cet épisode que nous allons commencer la réalisation de notre projet suite aux idées que vous m'avez données dans l'épisode précédent. Ainsi je vous en remercie énormément d'avoir joué au jeu, c'est super cool et ça permettra d'avancer un petit peu plus rapidement la série. Ainsi pour résumer, vous avez été plutôt nombreux à me demander des API style Facebook, Twitter, agrégateur de contenu pour des news, etc. Mais surtout, c'est ce qui est revenu le plus souvent, c'est comment gérer un système d'authentification. Donc pour faire simple, en gros, quand on va sur un site internet ou une application, comment est-ce que c'est géré côté serveur quand on va s'enregistrer en tant que nouvel utilisateur, mais également comment on va se login, comment on va se connecter dans cette dernière. Ainsi, suite à toutes vos idées-là, je me suis dit ça peut être intéressant de faire un melting pot histoire que tout le monde soit un petit peu satisfait, donc je vous propose un petit réseau social avec de l'authentification. Ainsi, cette API permettra à n'importe quel utilisateur, donc déjà de s'enregistrer, de se login dans le service, mais également de pouvoir partager des messages et des photos sur un mur géant. Une fois que la série sera terminée et l'API complètement finalisée, je pense que je la mettrai en ligne, comme ça tout le monde pourra l'utiliser librement. Alors voilà pour l'API que nous allons développer, je vais résumer les fonctionnalités que nous allons aborder au travers tous les épisodes que nous verrons sur cette série. Je pense que ça ratisse assez large et ça vous permettra d'avancer dans vos API sans aucun souci. Ainsi nous verrons de l'architecture projet, nous verrons comment mettre en place notre projet, notre routeur, comment mettre en place notre base de données, comment est-ce qu'on va la designer, etc. De l'authentification, comment s'enregistrer, comment se connecter à l'application. Ainsi nous verrons comment mettre en place un système de token, mettre en place un système permettant de retrouver un mot de passe assez facilement en envoyant un mail, etc. Nous verrons comment mettre en place de l'interactivité sociale, c'est-à-dire que dès que nous posterons un nouveau message qui sera lié à un utilisateur, on pourra liker ce dernier, avoir donc un compteur de likes, etc. Et puis enfin nous verrons comment mettre en ligne des fichiers depuis le client sur le serveur. Bon et bien voilà pour cette intro assez longue, désolé mais au moins comme ça vous comprenez tout le projet à 100% et je vous propose de commencer directement par l'architecture de notre projet. Alors dans cet épisode nous allons principalement nous attarder à la création de la base de données, donc c'est l'endroit de stockage où toutes nos données vont être stockées. À savoir deux choses principalement, les utilisateurs, à chaque fois que vous allez vous enregistrer, il va bien falloir stocker ses informations, sa biographie, son pseudo, son password, son email, mais également les messages qu'ils posteront, donc c'est-à-dire le contenu, les fichiers attachés, etc. Pour cela les amis, je vous recommande de télécharger le logiciel MySQL Workbench qui vous permettra de designer votre base de données facilement et visuellement. L'outil disponible gratuitement sur le site dans la description de la vidéo, il est compatible sur Linux, macOS et Windows. Une fois le logiciel ouvert, nous allons aller dans le deuxième onglet puis enfin faire plus à modèle. Nous allons donc créer un nouveau diagramme, donc vous allez sur Add Diagramme, vous faites un double clic. Alors il faut savoir que cet outil a plein d'utilisations. On peut faire du reverse engineering, c'est-à-dire se connecter à une base de données et récupérer le schéma ici, faire notre schéma et puis l'exporter dans notre base de données. Dans notre cas, nous allons l'utiliser à uniquement 40% de ses fonctionnalités. Nous allons juste l'utiliser pour designer notre base de données. Vous pourrez très bien utiliser un autre logiciel ou passer par un papier stylo, ça reviendra au même. Arrivé à cette étape-là, nous devons réfléchir aux données que nous allons mettre en place dans la base de données. Ainsi, dans notre cas, nous allons stocker deux choses. Des messages, donc les messages qui seront affichés sur un mur principal, et des utilisateurs. Ainsi, nous allons cliquer sur le petit icône ici pour créer notre première table qui va s'appeler naturellement Users. Et puis enfin, on va créer donc une seconde table qu'on va appeler cette fois-ci Messages. Bon, vous en doutez, chaque utilisateur a une propriété, un username, un password, un email, etc. Et il en est de même pour les messages, je vous invite donc à renseigner leur colonne. Ainsi, on va aller dans les propriétés de la table en double-cliquant sur Users, puis enfin en double-cliquant également sur la première colonne. Automatiquement, c'est créer une nouvelle colonne identifiant qui va permettre d'identifier un utilisateur de façon unique. Je vous recommande très fortement de le laisser et de rajouter AI comme auto-incrémente. Ainsi, cela signifie qu'à chaque fois qu'on va insérer une nouvelle donnée, donc ici à chaque fois qu'un utilisateur va s'enregistrer, il prendra l'identifiant précédent plus 1. Nous allons continuer l'ajout de colonnes en passant par l'email que nous allons passer en varchar 50, c'est la place que prendra en mémoire cette donnée-là. On part du principe que chaque utilisateur aura un email et ne pourra pas ne pas en avoir, donc on va mettre NN comme non nul pour cette valeur. Voilà, après une courte ellipse, j'ai donc rajouté les autres colonnes que nous allons rajouter. Alors on commence par le bas, isAdmin en tinyInt en non nul, histoire de savoir si l'utilisateur sera admin ou non. Par défaut, j'ai bien précisé 0, donc non, donc ce n'est pas un admin par défaut. Dès qu'on en rajoute un, il faudra donc le préciser à la création.
Juste au-dessus, on y retrouve la biographie de l'utilisateur qui est cette fois-ci en texte et qui permettra donc à ce dernier de mettre ce qu'il veut sans forcément de limite. Notez bien que cette fois-ci, je n'ai pas coché non nul car l'utilisateur peut ne pas avoir de biographie. Juste au-dessus, on y retrouve le mot de passe qui est cette fois-ci en varchar 255. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi je donne autant de place à ce dernier? Car je ne vais pas stocker le mot de passe en clair, ça serait une grave erreur de ma part. Voilà donc pour expliquer ça assez simplement, mon mot de passe, admettons que c'est AZERTY. Je ne vais surtout pas stocker dans ma base de données AZERTY. Je vais plutôt le hacher, donc là on utilisera également bcrypt, ce qui va donner dans la base de données ceci. Voilà pour l'explication très rapide, nous reverrons ceci dans l'épisode qui sera dédié. Retour dans ma base de données, j'ai également stocké l'username qui sera en varchar 50 et en non nul également. Voilà pour la table users, je vous donne rendez-vous après une courte ellipse une fois que j'aurai fait la même chose pour la table message. Voilà pour la table message, bien entendu l'identifiant qui sera en auto-incrément, le title donc le titre du message, le contenu du message en texte en non nul. Dans notre cahier des charges, nous avons mis en place que si un utilisateur veut mettre un message, il pourra y rajouter une photo s'il le veut. Donc on mettra le lien de la photo directement ici. Donc je l'ai mis en non nul car il peut ne pas y avoir de pièces attachées. Et puis enfin pour terminer, j'ai rajouté une colonne de type integer qui sera le compteur de like en non nul et qui par défaut sera à 0. Voilà, donc notre schéma est quasiment terminé. Cependant, il reste une dernière chose à faire et qui est assez importante. En effet, nous nous apprêtons à mettre en place une base de données MySQL de type relationnel sans aucune relation. Alors que dans notre cahier des charges, on en a une qui saute aux yeux, c'est celle entre messages et users. Dans chaque message envoyé, que ce soit sur Facebook, Twitter, SMS, un message a un envoyeur et un receveur. Dans notre cas, nous sommes partis sur un mur qui affichera tous les messages un petit peu à la manière d'un Twitter, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un envoyeur, donc une personne qui va créer le tweet et qui va donc l'envoyer sans forcément mentionner quelqu'un, donc à n'importe qui. Alors dans notre cas, pour l'instant, on ne peut pas envoyer de messages privés, ça arrivera plus tard, cependant, on va afficher des messages globaux sur un mur par défaut qui n'a pas de destinataire, c'est-à-dire que n'importe qui, que vous soyez admin, non admin, que vous soyez l'utilisateur 46000, vous pourrez voir le message envoyé par une personne. Le seul problème que nous avons ici, c'est qu'aucun des messages n'est relié à un utilisateur et donc à une personne qui l'a envoyé. Pour cela, il nous suffira juste de rajouter une relation dans le message précisant à quel utilisateur il a été envoyé. Pour cela, il nous suffira de cliquer sur le petit bouton 1N, puis enfin de cliquer premièrement sur message, puis enfin sur users. Et puis la magie, on a une nouvelle colonne qui vient d'apparaître, à savoir users ID users et une nouvelle relation qui pointe, comme vous pouvez le constater, sur ID users, qui est encore une fois l'identifiant unique de chaque utilisateur. Alors pour ma part, j'aime bien le remonter juste en dessous de ID message et surtout de le renommer histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pertinent. Maintenant que nous avons terminé le design de notre base de données, nous allons passer tout ceci au propre pour pouvoir l'utiliser dans notre projet. Je vous donne rendez-vous en ligne de commande dans votre projet, nous allons installer notre ORM. Alors pour faire simple, un ORM qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un outil qui va nous permettre de créer un ensemble de classes qui vont représenter des objets, dans le but de pouvoir les manipuler, en ajouter, en supprimer, en mettre à jour, tout en communiquant automatiquement ou presque avec notre base de données qui sera en MySQL. Première chose à installer pour notre ORM qui s'appellera Sequelize, le CLI, la Command Line Interface. Ainsi, il vous suffira de taper npm install-g sequelize-cli et de faire entrer. N'oubliez pas d'exécuter votre commande en administrateur, donc cmd exécuter en tant qu'administrateur ou avec sudo si vous êtes sous Unix et que vous n'êtes pas sous un compte administrateur. Une fois l'installation terminée, faites bien attention à bien être dans votre dossier Node.js pour procéder à la suite. Ici, on va devoir y installer Sequelize, donc l'ORM directement dans notre projet. Pour cela, nous allons taper npm install, on va mettre --save, on va mettre Sequelize et on va préciser la version avec un arrobase et on va mettre 330.4 et on fait entrer. Pour les personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on installe Sequelize 3.30 et pas la version 4, eh bien tout simplement parce que l'installation du CLI à l'heure actuelle ne supporte pas la version 4, enfin c'est expérimental, donc on passe sur la dernière version de la version 3. Vu que nous allons travailler sur un serveur MySQL, nous allons devoir installer le package, donc on fait npm install mysql-save également et on fait entrer. Une fois l'installation terminée, on va taper Sequelize init. Si vous avez comme moi savoir created, config.json, successfully created models, migration, seeders, etc., c'est-à-dire que l'installation et l'initialisation de l'ORM s'est passé avec succès. Passons maintenant dans notre Visual Studio Code histoire de voir les fichiers qui ont été créés. On y retrouve config avec config.json, on y retrouve les migrations avec aucun fichier intérieur et models avec un index.js. Bon, première chose à faire les amis, c'est déjà de mettre un mot de passe pour sécuriser notre base de données. Donc vous allez aller dans config.json et partout où vous allez avoir password nul, et bien vous rajoutez 2 cotes et vous mettez le même mot de passe de partout.
Une fois ceci fait, nous allons maintenant créer nos classes, à savoir donc nos deux modèles, Message et Users. Pour cela, je vous invite fortement à retrouver votre schéma que vous avez fait juste avant, histoire de visualiser rapidement toutes les colonnes à rajouter. Bon alors ici, c'est assez fastidieux, on va devoir taper sequelize, model.create-attributes, et dedans on va y mentionner en fait tous les attributs qu'on a créés précédemment via MySQL Workbench. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais devoir taper email, je vais ensuite mettre que c'est une string, et ainsi de suite. Voilà, pour ma part, j'ai terminé, donc j'ai mis string pour email, username, password, biostring, et enfin isadmin, j'ai mis boolean, un petit peu différent que tinyint, et on va rajouter --name, et on va rajouter le nom de notre classe qui sera user, et on fait entrer. Voilà, je viens de faire, après une courte ellipse, exactement la même chose pour message, donc voilà, je vous montre comme ça au moins vous le voyez, id users en integer, title, content, attachment en string, likes en integer, name message, sans s, et je fais entrer. De retour dans mon projet, si j'ouvre migration et models, je peux voir que j'ai deux nouveaux fichiers. Le premier fichier qui sera donc pour la migration de la table users, pareil pour message, et enfin mes deux modèles, message et user. Alors l'ajout via le CLI n'est pas extrêmement poussé, on va devoir modifier un petit peu nos deux modèles, notamment les migrations, histoire de rajouter des choses qu'on avait programmées et mis en place dans notre modèle qu'on avait designé. On veut qu'il y ait toujours une adresse email, un username, un password et également isadmin, donc on va rajouter le hello nul un petit peu de partout. Pour le cas de la biographie, on va le mettre également, sauf que cette fois-ci, on va mettre true. Dans user.js, on va y rajouter une association, celle qu'on avait rajoutée dans le design, donc on va la rajouter ici. Ici, on va donc mettre models.user, qui est donc le modèle ici. On va mettre as many, et à l'intérieur, on va y mettre le modèle message, donc modèle.message comme ceci. Dans la migration de message, on va faire exactement la même chose qu'avant, à savoir le hello nul pour toutes les clés qui en ont besoin. Pour le cas de l'association, on va devoir modifier légèrement ID users. On va donc rajouter un objet qui s'appellera references. Dans ce dernier, on a deux propriétés. Modèle qui correspondra à user, donc le modèle qu'on a créé précédemment avec un S. C'est très important de le rajouter au pluriel. Et puis enfin, on a une deuxième propriété qui sera la clé dans laquelle on va pointer, à savoir l'identifiant de l'utilisateur. Pour terminer l'association, on retourne cette fois-ci dans message.js. On va dans associate, également pareil qu'on avait fait dans user, sauf que cette fois-ci on va taper models.message qui est donc le modèle actuel, billings2 qui est le type de relation, models.user qui est la référence, et à l'intérieur on a un objet qui précise que la relation de la clé étrangère ne doit pas être égale à nul. Et bien voilà, on a fini la mise en place des modèles et des migrations, je vous propose de tester tout ça. Petit aparté, j'ai rajouté un petit underscore rétro dans le nom de toutes mes databases, tout simplement parce que j'ai déjà le nom qui est déjà présent dans mes bases de données et j'ai pas envie de les effacer. Bon, vous en doutez, pour tester tout ça, on va devoir mettre en place un serveur MySQL. Donc pour ma part, j'utilise MAMP, qui est disponible à la fois sur macOS X et sur Windows gratuitement. Pour les personnes qui sont sous Linux, je vous invite à télécharger LAMP. De toute manière, tous les liens de téléchargement, MAMP et LAMP seront disponibles dans la description de la vidéo. Une fois le téléchargement effectué de MAMP, je vous invite à aller dans les préférences, puis enfin dans Ports, et de mettre setweb et MySQL ports to 80 et 3306. Une fois ceci fait, vous faites démarrer les serveurs, votre mot de passe va être demandé, il vous suffira juste de le renseigner. Une fois que vous installez MAMP, par défaut votre mot de passe root n'est pas défini, je vous invite à mettre la commande suivante, application MAMP library bin MySQL admin, vous mettez -u root-p password et là vous mettez votre nouveau password ici et vous faites entrer. Une fois le mot de passe modifié, je vous invite à arrêter les serveurs et ensuite à les redémarrer, ressaisir votre mot de passe et on pourra continuer. Bien, nous allons maintenant nous connecter à notre serveur MySQL. Pour cela, vous mettez application MAMP library bin MySQL, -u root pour le nom d'utilisateur et -p entrée. Ici, vous allez taper votre mot de passe. Pour ma part, je vais faire un copier-coller et je fais entrer. Arrivé ici, nous sommes connectés à notre serveur MySQL et nous allons créer nos trois bases de données. On va mettre pour cela create, database et on va mettre directement la première, hop, point virgule, entrée et on va faire ça pour les deux autres. Une fois la création des trois bases de données effectuée avec query OK, vous pouvez mettre exit pour quitter l'invite de commande MySQL. Ceci étant fait, on va pouvoir lancer la migration sequelize, c'est-à-dire que tous les modèles que nous avons créés, les intégrer dans notre base de données. Naturellement, vérifiez que votre serveur est correctement lancé et allumé. Il vous suffira ensuite de taper sequelize db2.migrate et de faire entrer. Si vous avez le même message que moi, c'est-à-dire que la migration a été faite avec succès, et normalement c'est terminé, on va pouvoir l'utiliser. Pour être sûr que la migration s'est effectuée avec succès, vous pourrez lancer MySQL Workbench, Database, puis enfin Reverse Engineer,
Il vous suffira donc de vérifier les informations de connexion, normalement par défaut tout est ok. Vous faites continue, vous devrez normalement renseigner votre mot de passe, moi je l'avais déjà mis dans mon trousseau d'accès. Attention, je précise que c'est bien le mot de passe de la base de données qu'il faut renseigner ici et pas le mot de passe de votre compte administrateur de votre ordinateur. Il vous suffira ensuite de faire continue, de sélectionner les bases de données que vous avez créées avec Retro, donc pour ma part celle-ci et enfin cette dernière, et enfin de faire continue. On va encore une fois continuer, on va bien cocher Import MySQL Table Object, Execute, et si tout s'est déroulé avec succès, vous devrez normalement retrouver exactement le même schéma qu'on avait designé précédemment. Alors bien entendu, quelques petites différences sont à noter, notamment au niveau de la place mémoire, parce que tout ça est géré par Sequelize, mais sinon on y retrouve exactement ce qu'on avait défini avec quelque chose en plus, comme les Created at et Updated at, qui sont justement des dates qui permettront de savoir quand on va insérer un nouveau message ou insérer un nouvel utilisateur, quand est-ce qu'il a été ajouté et quand est-ce qu'il a été mis à jour. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez réussi à mettre en place votre base de données. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, j'essaierai de vous aider un petit peu si j'ai le temps. Sur ce, c'était iPhone Retro, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!